Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde Moderne, cette fois-ci pour parler avec notre invité Michel Fayad de l'Iran, mais aussi de la situation au Proche-Orient plus largement, puisque récemment le président Raisi est mort dans un crash d'hélicoptère. Michel Fayad, bonjour, vous êtes analyste géopolitique, analyste financier, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que va changer en fait la mort accidentelle du président iranien Raisi lors de son crash d'hélicoptère? Écoutez, en Iran, celui qui possède le pouvoir exécutif, c'est véritablement le guide suprême, donc Ali Khamenei. Le président de la République, il n'est en fait que le chef du gouvernement et n'a pas le pouvoir décisionnaire qui est donc entre les mains du guide suprême. Le président de la République, néanmoins, donc Raisi, était l'un des potentiels candidats à la succession du guide suprême, qui est âgé, qui est malade. Et donc, c'est en cela où c'est, comment dire, un événement, parce que c'est un candidat en moins à la succession de Khamenei. Mhm. Et on pense aujourd'hui que le chemin est peut-être ouvert au fils de Khamenei, qui s'appelle Mojtaba Khamenei, pour devenir à son tour guide après son père. Ce serait un peu comme à l'époque du Shah, qui était donc le roi d'Iran, où on se succédait de père en fils. Là, on se succéderait de père en fils, peut-être de guide suprême en guide suprême. D'accord, donc il n'y a pas de changement majeur. Les Iraniens se sont montrés, enfin le régime iranien du moins s'est montré solide en disant que ça ne changerait rien. Mais on a vu quand même ces dernières années plusieurs mouvements de tentatives de révolution au régime des Mollahs. Est-ce que ça ne va pas réveiller de nouvelles velléités? Je pense que le peuple a vu que c'était très compliqué de renverser ce régime parce que les dernières révolutions dont vous faites référence ont été matées véritablement dans le sang. Il y a eu énormément d'arrestations, de gens tués. Donc les Iraniens craignent en fait de, euh, de se révolter à nouveau et de se faire en fait emprisonner, tuer à nouveau. Donc pour eux, ils pensent qu'il n'y a pas véritablement de possibilité de renverser le régime. Ils espèrent une intervention extérieure, mais la communauté internationale craint également une intervention extérieure donc en Iran. Euh, vous savez, les pasdaran, qui sont en fait les gardiens de la révolution islamique en Iran, Mhm. détiennent véritablement le pouvoir en Iran parce qu'ils contrôlent plus des 2 tiers de l'économie iranienne. Il n'y a pas une seule famille en Iran qui n'a pas quelqu'un qui est soit un combattant au sein de ce corps militaire ou un employé directement ou indirectement des gardiens de la révolution qui détiennent les 2 tiers de l'économie du pays. Donc, c'est vraiment très, très compliqué de faire sauter ce verrou. Et il y a quelques années, le fils du Shah d'Iran, donc, euh, en fait, avait donné une interview en France où il disait que la seule façon de trouver une solution au problème en Iran sans qu'il y ait une guerre, ce serait de trouver un deal avec les pasdaran, qu'ils Mhm. changeraient peut-être d'idéologie, un peu à l'instar du KGB au début des années 90, qui était communiste et qui, du jour au lendemain, quasiment, s'est rallié à l'économie de marché, au capitalisme. Et donc, l'idée, ça serait que les gardiens de la révolution, donc les pasdaran, changent un peu d'idéologie. C'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, il est vrai que si on ne trouve pas un deal avec eux, il est fort à parier que toute idée de changement de régime en Iran conduirait à une guerre civile très importante et très douloureuse pour le peuple iranien. Et comment est-ce qu'il y a une évolution? Parce que on parlait de Raisi comme un président très conservateur. Est-ce que le régime peut quand même s'ouvrir progressivement, évoluer vers quelque chose où il y aurait davantage de liberté, notamment pour les femmes et pour la jeunesse qui étouffe clairement sous ce régime? Tant qu'il y aura ce guide suprême, donc Ali Khamenei, je ne vois pas d'ouverture possible. Par contre, les espoirs sont permis après son décès, parce qu'il y a des gens qui rêvent et qui espèrent que la République islamique d'Iran, au moins, supprime le poste de guide suprême et que la République islamique devienne une véritable république, non plus théologique avec les mollahs, reste une république islamique, mais donc est un véritable président de la République, un véritable Premier ministre, sans donc guide suprême.
il y a cette discussion aujourd'hui en Iran. Je ne parle pas de ce qui est comme discussion parmi les Iraniens de la diaspora. Ceux-ci, eux rêvent complètement de renverser le régime intégralement. Mais au niveau intérieur, il y a des voix qui espèrent au moins la suppression du poste donc de guide suprême, Mhm. d'enlever le régime, en fait d'enlever les mollahs à la tête du pays, mais que le pays reste malgré tout une espèce de république islamique qui est donc sous le contrôle de ces passes-d'Aran. Et là, peut-être qu'il y aurait certaines ouvertures possibles avec donc des femmes qui seraient plus forcément obligées de porter le voile. Euh, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est encore très compliqué et très difficile de prédire ce qui va se passer. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait la moindre possibilité d'évolution tant que le guide suprême actuel est au pouvoir. Tout ce Mhm. qui est possible, c'est une fois qu'il est parti. Et est-ce que ça change la donne quand même, d'une certaine façon, cette zone de creux, de la transition avec un nouveau président, en ce qui concerne la situation à Gaza, et la situation de l'armée israélienne avec toujours le Hezbollah, hein, qui est aidé par l'Iran. Est-ce que là, il va y avoir une temporisation du moins? Non, pas du tout, parce qu'en fait, le président de la République n'a vraiment pas, comme je le disais, de pouvoir là-dedans. Toutes les opérations militaires sont faites par les passes d'Aran, et donc en lien avec le Hezbollah au Liban, avec le Hamas donc, à Gaza et en Cisjordanie, et voire aussi le djihad islamique, les HL-Sharbi en Irak, les Ansar Allah Houthi au Yémen. Donc tous ces groupuscules et ces groupes, ces organisations sont en lien avec les passes d'Aran. Ils ne traitent pas avec le président de la République iranienne. Donc son décès, pardon, ne va rien changer à cette donne-là. Et Mhm. le pouvoir décisionnaire, donc la décision de paix ou de guerre, elle est prise par le guide suprême et non pas par le président de la République iranienne. Donc vraiment au niveau de la guerre, malheureusement, rien ne va changer avec cette quarantaine de jours qui s'ouvrent devant nous, puisque vous savez, la constitution iranienne prévoit 50 jours entre le décès, par exemple, du président de la République et la nouvelle élection pour le remplacer. Mhm. Et comment se passe cette élection, justement? Quelle est la modalité du suffrage? Alors, il y a des personnalités qui vont présenter leur candidature. Une fois que ces personnalités présentent leurs candidatures doivent être validées par un espèce de conseil constitutionnel, mais qui en réalité est théologique et qui va vérifier la- en fait, la conformité de la candidature des uns et des autres vis-à-vis de la République islamique, de leur loyauté vis-à-vis du guide suprême et d'autres donc critères. Pour vous expliquer, la dernière fois, donc aux dernières élections présidentielles que Raisi avait gagné, l'ancien président Ahmadinejad, qui avait un bon score dans les sondages, avait été empêché de se présenter Mhm. par ce comité qui avait jugé que n'était pas, la candidature d'Ahmadinejad n'était pas conforme euh, en fait, aux candidatures autorisées par le régime à cette époque-là. Donc, Ahmadinejad va Pourquoi? certainement. En réalité, c'est parce qu'il faisait de l'ombre un peu au guide suprême, parce qu'il était populaire? Oui, en fait, il est actuellement un peu en brouille avec le guide suprême. Déjà, au moment de sa présidence, il y avait des hauts et des bas. Donc, il y avait des moments où il était très proche du guide suprême. On se rappelle notamment au moment de sa réélection, puisque sa réélection avait été truquée. Et donc, il y avait eu à ce moment-là la première grande révolte du peuple iranien dans les rues pour critiquer la réélection d'Ahmadinejad. Et il avait reçu l'appui total du guide suprême. Mais par la suite, les choses se sont un peu dégradées et donc la relation, elle est compliquée entre eux. Mais Ahmadinejad est vraiment, je dois dire, détesté à Téhéran et dans les grandes villes, mais dans certains villages et dans certaines campagnes iraniennes, il bénéficie donc d'une certaine popularité, donc au niveau des classes populaires notamment, qui le considèrent comme, à tort ou à raison, comme l'un d'entre eux. Mhm. Parce qu'il a cette capacité de se montrer, d'avoir une image d'homme du terrain, d'homme de la campagne, de conditions modestes. Là, dernièrement, il s'est photographié dans un champ en train de labourer la terre, histoire de montrer justement aux Iraniens qu'il est vraiment l'un des leurs. Mhm. D'ailleurs, je crois que c'était le message de son tweet.
D'accord, donc oui, il reste présent dans la scène Oui, politique, iranienne, oui, hein, ouais. absolument et je pense qu'il va essayer de se présenter, Mmh. mais est-ce que sa candidature va être retenue cette fois-ci? Je ne sais pas. Il devra trouver un deal avec le guide suprême. Mmh. Alors il y a autre chose, hein, qui a évolué ces derniers jours, c'est aussi la position de la Cour pénale internationale, qui a émis un mandat d'arrêt, à l'encontre de Benjamin Netanyahou et du leader du Hamas, et qui, demande également à Israël d'arrêter, hein, l'offensive, à Rafah. Est-ce que là, Israël va prendre en compte, ces injonctions de la Cour pénale internationale? On a vu, Benyamin Netanyahou, dire que lui ne changerait rien et qu'il considérait que la Cour s'était discréditée. Quel est aujourd'hui, l'état de l'opinion publique en Israël par rapport à ces arrêts de la Cour qui en ont choqué certains puisque, certains y ont vu, la mise en parallèle entre les crimes du Hamas du 7 octobre et les crimes de guerre de l'armée israélienne, avérée, hein, selon la Cour pénale internationale, en disant que c'était pas juste de faire ce parallèle. Oui, je pense que Netanyahou n'arrêtera pas la guerre qu'il a lancée, peu importe que la Cour pénale internationale se prononce en faveur de l'arrêt de la guerre ou lui demande d'arrêter la guerre ou pas. Il a même dit publiquement que même si Biden lui demandait d'arrêter cette guerre, il ne l'arrêterait pas. Mmh. Il a présenté cette guerre à son peuple comme étant une guerre, en fait, pour la survie d'Israël et que rien et personne ne l'arrêtera. Et Mmh. c'est ce qu'il a en tout cas dit publiquement. Et donc, il ne peut pas revenir là-dessus, il ne reviendra pas là-dessus et il continuera tant qu'il aura les armes pour se battre, il se battra. Donc la question se pose uniquement en réalité si les États-Unis vont continuer à fournir en armes Israël ou pas. Tant Mmh. que les États-Unis vont continuer à fournir Israël, Israël continuera. Netanyahou ne voudra pas arrêter. Au niveau maintenant de l'opinion publique en Israël, il y a effectivement des gens qui manifestent dans les rues contre Netanyahou. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont contre Netanyahou, mais il y a quand même une majorité aujourd'hui d'Israéliens qui veut en terminer avec le Hamas, qui n'accepte pas ce que le Hamas a fait, bien entendu, le 7 octobre, et également qui considère que les Israéliens ne peuvent pas montrer de la faiblesse vis-à-vis du Hamas, parce Mmh. que en montrant une certaine faiblesse vis-à-vis du Hamas, cela en fait permettrait au Hamas de se dire victorieux, puisque en fait, si par exemple demain Israël arrêtait d'attaquer Rafah, et le Hamas proclamerait la victoire. Et donc, en fait, c'est compliqué pour une grande partie des Israéliens d'accepter que le Hamas crie victoire euh, Mmh. après ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc malheureusement, moi je pense qu'on est vraiment dans un engrenage et aujourd'hui je vois vraiment pas comment les choses pourraient s'arrêter parce que Netanyahou, il a, comme vous le savez, des raisons personnelles pour poursuivre cette guerre. Il y a également donc une certaine droite, extrême droite israélienne qui veut véritablement terminer du Hamas et qui veut vraiment terminer même des Palestiniens s'ils le peuvent. Et de l'autre côté, vous avez donc le Hamas, lui, qui rêve en fait, la réalité, c'est de jeter les Juifs à la mer. Ce vieux rêve, Mmh. en fait, des frères musulmans, qui euh, c'est véritablement la vraie ambition du Hamas, quoi qu'il en dise. Vous savez que l'histoire des deux chartes, vous savez, la première charte où le Hamas disait qu'il voulait donc jeter les Juifs à la mer, et la deuxième où il n'en parle plus, les gens souvent mettent l'une face à l'autre, mais le Hamas a dit publiquement qu'en réalité, la seconde n'a pas remplacé la première, elle vient en complément de la première. Donc en fait, il ne Mmh. renie pas l'objectif, et cet objectif étant celui donc de l'idéologie des frères musulmans, qui est en réalité d'exterminer les juifs, de les pousser à l'extérieur de cette terre. Donc en fait, on a quand même deux extrêmes qui s'affrontent. Mmh. Et dans ce sens, ça va être très compliqué d'arrêter cet engrenage de la violence, de la guerre entre eux. C'est vraiment terrible. Mmh.
Mais au-delà du Hamas, il y a quand même, là encore, des pays européens qui avancent et qui ont décidé de reconnaître l'État palestinien à l'ONU, hein. De plus en plus de pays demandent la reconnaissance d'un État palestinien. La France a décrété que les conditions n'étaient pas réunies, même si ce n'était pas un tabou pour la diplomatie française. Là encore, on a l'impression que la cause palestinienne a davantage avancé à l'international depuis le 7 octobre, de manière assez étonnante d'ailleurs. Vous avez parfaitement raison. Je pense que depuis le 7 octobre, comme jamais auparavant, les Palestiniens sont en train de l'emporter au niveau des médias, au niveau donc des campus étudiants, au niveau donc en fait du combat idéologique, au niveau des idées. La cause palestinienne est en train de l'emporter et c'est quand même un coup énorme qui est porté aujourd'hui aux Israéliens. Et, mais je ne vois pas en fait comment est-ce que, euh, comment est-ce que tout ça va pouvoir justement aboutir à quelque chose de positif, puisque Hmm. les- même la reconnaissance de l'État palestinien, ça s'est déjà produit au niveau de l'UNESCO. Et en réalité, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a véritablement aidé les Palestiniens au quotidien? Je ne le crois pas. Est-ce que ça a véritablement aidé à à la création d'un État palestinien? Non. Et aujourd'hui, d'un point de vue purement juridique, créer un État pour lequel les frontières ne sont pas reconnues internationalement, c'est quand même un dangereux précédent qui pourrait être fait. Parce que Hmm. demain, on pourrait, je sais pas, créer tel ou tel État sans frontières reconnues pour différents peuples. Enfin, c'est assez compliqué. Il faut peut-être d'abord commencer par reconnaître certaines frontières, peut-être reconnaître les frontières de 67 avant de reconnaître un État palestinien pour pas justement créer de précédents par rapport aux liens qu'il y a entre les frontières et la reconnaissance d'un État. Il faut véritablement qu'il y ait les deux. C'est extrêmement important pour pas créer donc de précédents. Maintenant, je voudrais faire une parenthèse, c'est que, vous Hmm. savez, lors des élections présidentielles et législatives de 2005-2006, donc dans les enfin, pour les Palestiniens, le corps électoral palestinien comprenait les habitants de la bande de Gaza, de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est, mais également de Syrie et du Liban. Et n'étaient exclus que ceux de la Jordanie et les autres. Euh, Tous ces Palestiniens, tout ce corps électoral palestinien a le droit à la nationalité palestinienne, Mhm. excepté les Palestiniens du Liban. Et là, ça pose un autre problème, qui est celui que est-ce qu'il n'y aurait pas justement une volonté de certains pays arabes de ne pas de pousser l'autorité palestinienne à ne pas délivrer le passeport palestinien aux Palestiniens du Liban en vue d'une implantation palestinienne au Liban qui serait à la fois à l'avantage des Israéliens et à Mhm. l'avantage de l'islamisation, arabisation du Liban, qui, je le rappelle, est le seul pays du Moyen-Orient à avoir un président chrétien, la moitié des députés chrétiens, la moitié des ministres chrétiens. Hmm. Et là, oui, il y a un enjeu immédiat avec le Liban et le Hezbollah implanté au Liban, évidemment. Oui, et le Hezbollah aujourd'hui est plus fort que l'État libanais. Il a une armée qui est plus importante que l'armée libanaise. Le Liban n'a pas de président de la République. Il a un gouvernement démissionnaire. Il a un parlement qui est devenu un collège électoral. Donc aujourd'hui, le Hezbollah véritablement est plus fort que le Liban. D'ailleurs, il y a peut-être une semaine, le chef du Hezbollah a invité les 2 millions de réfugiés syriens présents au Liban à quitter le Liban via les bateaux, aller à Chypre et d'aller en Europe. Cela, c'est suite au fait que la, Madame van der Leyen et le Premier ministre donc des missionnaires du Liban, Najib Mikati, l'homme le plus riche du Liban, se Hmm. sont entendus contre une certaine somme d'argent pour que les réfugiés, donc les 2 millions de réfugiés syriens, restent au Liban pour le moment, ce qui est catastrophique puisque la population libanaise, elle est de 4 à 5 millions d'habitants. Donc, si vous rajoutez à cela 2 millions de réfugiés syriens et 500 000 réfugiés palestiniens dans un pays qui connaît la plus grande crise financière depuis peut-être 100 ans, c'est quand même extrêmement compliqué. La Hmm. présence syrienne aujourd'hui coûte au Liban, d'après la Banque mondiale, 4,5 milliards de dollars par an, donc depuis 2011.
Donc d'ici la fin de l'année, ça sera 63 milliards de dollars que la présence syrienne aura coûté au Liban et qui a donc une dette d'à peu près 100 milliards de dollars. Mmh. Imaginez 63 milliards de dollars de coûts pour le Liban, C'est c'est quelque énorme. chose Ouais. que le Liban ne peut pas supporter. En fait, juste pour donner une certaine ordre de proportion, disons, c'est comme si en France, il y avait 20 millions de Syriens qui débarquaient. Ça poserait certains problèmes, vous voyez. C'est vrai qu'en France, on a le débat des européennes et beaucoup de questions sur l'immigration, les réfugiés, immigration légale, illégale, mais on oublie de citer le cas du Liban, de la Jordanie aussi, qui sont des pays d'accueil hein, des Palestiniens et des Syriens. En premier lieu, ce sont les pays musulmans qui sont les pays d'accueil des réfugiés majoritairement comparés aux pays européens. Mais Ça, c'est c'est vrai que vrai, c'est souvent oublié d'être mentionné. c'est vrai, sauf qu'il y a deux bémols à ce que vous dites, c'est que le Liban n'est pas un pays musulman, c'est un pays qui est Oui, enfin, multiconfessionnel. Mais c'est vrai, il y a une partie de la population, bien sûr, qui est musulmane. Et l'autre point, c'est la Jordanie. N'oublions pas que la Jordanie faisait partie du mandat de la Palestine au moment hmm, de la chute de l'Empire ottoman, et que la Jordanie n'a été en fait séparée du mandat de la Palestine uniquement parce que les Anglais ont accepté que la famille hachémite qui est venue de la Mecque et qui n'est donc pas palestinienne crée un émirat qui est devenu ensuite un royaume, donc l'émirat de Transjordanie qui est devenu ensuite le royaume de Jordanie, mhm, pardon, l'émirat de Transjordanie qui est devenu le royaume de Jordanie et qui est donc dirigé par une famille donc mécoise, arabe et non pas palestinienne. Et alors que la population est véritablement palestinienne. hmm. C'est comme en fait, si vous vous souvenez, la Grèce, qui a été dirigée à un moment donné par une famille royale danoise, ça n'a pas changé la nature du peuple grec. Bien Le sûr. peuple grec n'est pas Ouais. devenu danois, il est resté grec. Mais Donc la justement, cette question de la Jordanie, elle n'est jamais posée dans la solution à deux États comme étant une base d'un État palestinien en réalité. Pourquoi? Vous avez raison, à plusieurs reprises dans l'histoire, on a parlé d'une peut-être une confédération entre un futur État palestinien et la Jordanie, mais c'est vrai que dans les débats actuels, notamment, on ne parle pas de la Jordanie. Or, euh, enfin, si on parle du mandat de la Palestine, donc après la chute de l'Empire ottoman, on parle d'à peu près, disons, 110 à 120 000 kilomètres carrés. Et Mhm. la Jordanie, à elle seule, c'est 90 000 kilomètres carrés. Donc, on a C'est amputé la énorme. Ouais. Palestine de 90 000 kilomètres carrés. Et le Golan, que la Syrie revendique aujourd'hui, faisait également partie du mandat de la Palestine. Et en 1965, le roi donc, de Jordanie, qui est donc d'origine arabe et non pas palestinienne, a donné 7000 kilomètres carrés de la Jordanie, donc de la Palestine, à l'Arabie saoudite et a reçu en échange 6000 kilomètres carrés. Donc, les pertes territoriales de la Palestine qui avaient été données en mandat à la Grande-Bretagne à la suite de la chute de l'Empire ottoman a été amputée par plusieurs, en fait, pas seulement par la création de l'État juif. Elle a été donc amputée d'abord par les Britanniques qui ont donné le Golan à la France et à la Syrie. Ensuite, donc, par les Britanniques encore, en s'entendant avec la famille hachémite d'Arabie pour lui donner les 90 000 kilomètres carrés. Et ensuite, quand il y a un accord entre Arabes, donc entre la famille hachémite et la famille saoud, pour un échange de terres. Donc, les Palestiniens se sont vus amputer leur territoire depuis quand même un sacré temps. Hmm. Mais comme vous le dites, on ne parle que du problème qui est posé entre Israël et les Palestiniens. Or, le problème, si on veut remonter à l'histoire, est beaucoup plus important et large. Ouais. Autre donnée importante, hein, c'est la position bien sûr des États-Unis dans le soutien à l'effort de guerre israélien. Là, on a vu ces derniers jours que rien n'a changé, même s'il y a eu un durcissement de ton pendant un temps sur Benjamin Netanyahou pour lui dire de temporiser un temps. Là, avec la décision de la Cour pénale internationale, les États-Unis sont vent debout derrière le leader israélien et ne changent pas du tout leur position. Oui, vous savez, quand même, Biden est en pleine campagne électorale Mm. aujourd'hui. Et il est compliqué pour lui de se mettre à dos Israël. Je rappelle que la majorité des Juifs américains votent pour les démocrates.
Mmh. En tout cas historiquement, on verra cette année, mais en principe, historiquement, vote démocrate. Ce qui n'est pas le cas de ce qu'on appelle le lobby pro-sioniste, puisque le Mmh. lobby pro-sioniste, qui est essentiellement chrétien évangélique, lui, vote essentiellement pour Donald Trump, pour les républicains. Mais donc, il y a quand même cette bagarre de voix d'électeurs qui va se poursuivre. Et donc, vous savez que Biden est dans une situation faible dans les sondages, et donc il a besoin du vote de l'électorat juif qui compte énormément, notamment dans les États où les démocrates, justement, peuvent l'emporter. Donc, par exemple, à New York et ailleurs. Mmh. Donc, l'électorat juif est important, mais en même temps, Biden est obligé de prendre en compte ce qui se passe dans certains campus universitaires parce qu'également donc ces jeunes étudiants sont des étudiants dits de gauche qui sont donc enfin potentiellement plus des électeurs des démocrates que des électeurs des républicains. Mmh. Et donc il est obligé de continuer à durcir son ton contre Netanyahou, qui est vu comme quelqu'un d'extrême droite israélienne, et donc de montrer à ces Américains qu'il est de leur côté et qu'il les entend donc de temps à autre en durcissant son ton vis-à-vis de Netanyahou. Donc c'est Mmh. un jeu d'équilibriste que Biden est en train de jouer, mais je ne sais pas s'il peut le faire véritablement à long terme. Et en tout cas, je pense qu'il perdra les élections présidentielles. Je pense que Donald Trump va revenir. Ah, ça, on en reparlera. La campagne a commencé, mais ne bat pas encore son plein aux États-Unis. Mais c'est vrai que ça peut, là encore, changer totalement la donne. On a vu combien cette élection va être importante pour la suite de la situation internationale, puisque les États-Unis sont un peu partout, à la fois en Ukraine, en Israël, Taïwan, bien sûr, avec la Chine. Et donc, une nouvelle présidence Trump pourrait changer la donne, effectivement. Et puis, il y a une chose aussi, c'est en Arabie Saoudite, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu, le Mmh. roi Salman est rentré à l'hôpital et il y Mmh. a des rumeurs comme quoi ses jours seraient peut-être comptés. Ah Et là, bon? il y aurait Ah, peut-être d'accord, j'avais oui, pas il y vu. aurait peut-être une possibilité en fait, donc, d'évolution, parce que si MBS, donc Mohamed Ben Salman, venait à prendre le pouvoir en Arabie, il y aurait peut-être certaines évolutions possibles donc en Arabie et dans la région. Aussi, ces derniers jours, on a appris la reprise des Mmh. négociations de normalisation entre donc l'Arabie saoudite et Israël en pleine guerre donc à Gaza. Donc, Ouais. ces négociations ont reprise et donc c'est important euh, de suivre ça également. Oui, c'est vrai que c'est extrêmement important puisque c'était une des grosses données aussi, ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui n'était pas évident du premier abord et qui a été impulsé ces derniers mois. Et bien sûr, toujours le rôle important du Qatar dans la médiation, puisque c'est le pays qui héberge les responsables du Hamas et qui essaye de trouver des accords entre les différentes parties prenantes. Et qui en plus est la plus grande base américaine militaire de la région. Ouais. Et lui qui a accueilli également les talibans. Enfin, c'est le Qatar a un jeu assez étrange, disons, entre les États-Unis et les islamistes de la région. Et les clubs de foot partout dans le monde, ouais, c'est particulier. En tout cas, merci beaucoup, Michel Fayette, d'avoir commenté cette actualité riche et compliquée du Proche-Orient avec nous, sur la mort, bien sûr, du président Raisi, président iranien, mais aussi sur les développements récents concernant Israël et la Palestine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager. Le monde moderne vit grâce à vous. N'hésitez pas à vous abonner. On continuera bien sûr de traiter de ces sujets internationaux à l'avenir. Merci.